Dans ce podcast, nous allons vous présenter une liste de 5 items chacun, ayant un leitmotiv commun et présent à la fois dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous listerons ces éléments afin d'établir un classement non exhaustif, subjectif, mais honnête. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Give Me 5. Give me 5. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Mathieu Et Franck. et bienvenue pour le 8e épisode déjà de Give Me 5, donc un épisode consacré aux repères de méchants. Alors déjà, bonne année encore une fois, parce qu'on est toujours en janvier, donc on peut se souhaiter la bonne année, hein. C'est toujours autorisé. Oui, bonne année, bonne année. Voilà, donc Franck, est-ce que ça va aujourd'hui ? Oui, écoute, ça va là pour ce deuxième épisode de l'année. Ça va plutôt bien et je suis plutôt content puisque on a déjà réalisé un de nos souhaits ou nos vœux de l'année qu'on avait formulé sur un des épisodes précédents, qui était d'avoir un nouveau micro. Oui. Tu as un nouveau micro et comme tu as un nouveau micro, du coup moi j'ai aussi un nouveau micro. Voilà. Donc j'ai ton ancien micro et toi tu as un tout nouveau micro encore plus performant, ce qui nous permet d'avoir, si tout va bien, normalement, une meilleure qualité sonore pour vous. Oui, voilà, là, normalement, les gens n'entendent plus la neige, ni la pluie qui était derrière toi. Donc, Parce qu'en fait, j'enregistre en Bretagne. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, tu enregistres dans un bout Sans de soleil. Voilà. C'est ça. Voilà. Plus de bruit maintenant, normalement. Ouais, donc plus de bruit et du coup, on va pouvoir se lancer sur ce nouvel épisode, sur ce sujet du coup des repères de méchants, où d'ailleurs j'ai un peu galéré parce que vu qu'on avait encore une fois pas défini le sujet, je savais pas trop ce que c'était du coup un repère de méchants, parce qu'il y en avait où en fait c'était des structures qui étaient déjà existantes mais qui n'étaient pas vraiment à la base méchantes, et c'est juste des méchants qui l'ont investi et qui ont après en fait qui avaient des dessins maléfiques. Du coup, j'étais un peu mitigé. Du coup, j'ai vraiment cherché des bases ou des trucs vraiment faits par des méchants, vraiment créés dans un but maléfique. Je sais pas si toi, c'était un peu comme ça aussi, mais... Alors oui, j'ai pas mal galéré en fait. Pourtant, je me disais qu'il y avait des repères de méchants, il devait en avoir beaucoup. Alors j'ai aussi essayer d'éviter de faire que des repères de méchants de James Bond. Oui, c'est vrai. Voilà, dans les années 60-70, James Bond avait des méchants avec des repères rocambolesques, donc c'était plutôt facile. Mais je voulais pas qu'il y ait que ça. Donc en fait, j'ai effectivement des repères qui sont créés spécifiquement par les méchants pour être des repères de méchants, leur base d'opération. Ouais. Ou alors après j'ai des repères qui effectivement ont été des lieux qui ont été investis par des méchants et qui sont devenus leurs repères aussi, quoi. Voilà, mais qui à la base n'était pas fait pour être maléfique ou être démoniaque. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, j'en parlerai aussi. Je pense que je parlerai à un moment des éléments que j'aurais pu mettre, mais qui du coup au dernier moment n'ont pas, ne pouvaient pas rentrer dans ce top, parce que je me suis dit maintenant c'est juste les méchants qui font que c'est méchant, et c'est pas la structure en elle-même qui est faite pour ça. Ok, voilà, c'était juste pour bien préciser si on était sur plus ou moins la même longueur d'onde et que les gens comprennent, même si... Oui, a priori, on a galéré sur les mêmes problèmes. Oui, ok. Oui, parce que sinon, effectivement, les méchants, ils ont toujours un point de départ, une base, un truc, où ils se regroupent, mais c'est pas forcément... Puis après, il fallait que ça soit un peu charismatique, quoi. C'est-à-dire que si c'est juste un entrepôt où ils ont foutu 3 ordinateurs oui, voilà. et des M16, d'accord, mais... Voilà, ou s'ils se rejoignent juste dans un bar, en soi, le bar, il n'a rien demandé, quoi. C'est ça. Ok. Après donc cette petite clarification, je pense qu'on peut passer à la partie 1. Oui, allons-y. Give me 5. Alors, pour cette partie 1, du coup, le premier élément, si tu veux, tu peux commencer. Oui. Alors, du coup, je vais commencer avec une base. Alors, avec une base qui m'est venue assez rapidement et qui est, je pense, un peu
le symbole, le stéréotype des bases grandiloquentes de méchants. Ok. Attends, hop, j'ai des trucs qui sonnent en même temps, j'essaie de les couper. Voilà. Donc, Grâce à ton nouveau micro, je ne les ai pas entendus. Ah, tant mieux. C'est dans le film du coup On ne vit que deux fois, donc le James Bond de 1967, et c'est la base dans un volcan. D'accord. Donc voilà. Donc du coup là on est quand même pas mal sur. Donc effectivement au départ le volcan c'est pas forcément un truc de méchant, mais les méchants se sont dit ils vont installer leur base gigantesque, une base pour lancer des missiles, donc le Spectre, d'accord. Oui. C'est dit que du coup ils vont installer leur base dans le cratère d'un volcan. Oui, c'est une bonne Donc en idée. termes de. Ouais. Voilà. Et c'est donc là aussi où on voit du coup Blofeld, qui est le chef du Spectre. Et il me semble que c'est la première fois qu'on le voit à l'écran. Parce qu'avant il était plutôt de dos, caché, on voit son fauteuil, on le voit caresser son chat. Mais là on le voit pour la première fois à l'écran. Donc du coup c'est une base qui est super grande, où il y a des missiles dedans, il y a des ingénieurs qui travaillent dessus. Alors, le volcan, c'est un volcan japonais. D'accord. Qui est rentré. Alors, c'est sur le mont Shinmoe Dake, dans le Kirishumi National Park. D'accord. Mais du coup, ils ont vraiment construit un truc là-bas pour les besoins Non, du film. en fait, ça c'est pour les plans extérieurs du film, les plans extérieurs sur le volcan. D'accord. Et après, il y a un décor produit en studio. Voilà. Alors, j'en connais pas beaucoup, et du coup, je ne vais pas en citer beaucoup, mais un chef décorateur qui s'appelle Ken Adam, et qui en fait a fait pas mal de repères de méchants. Ok. Des films James Bond. Ouais. Donc c'est à lui qu'on doit en fait ça, et c'est comme je disais tout à l'heure, il y en avait plusieurs, puisqu'il y a dans Dr. No, donc dès le premier James Bond c'est lui qui s'en occupe. D'accord. Ouais. Il y a dans Goldfinger. Alors Goldfinger il a une base qui est plutôt cool avec sa laser sur la table, mais après ce qui est vraiment cool dans Goldfinger c'est la reproduction de Fort Knox. Mais du coup, c'est pas une base de méchants. Oui, du coup, ça marche. Ouais. Donc, Ken Adams, qui vraiment, du coup, a aidé à façonner, en tout cas pour moi, l'imaginaire des bases de méchants. Ça ressemble à ça, une base de méchants, je pense, dans l'imaginaire collectif, au cinéma en tout cas. Oui. Les bases de méchants, quand on imagine des méchants James Bondiens, oui. Ou du coup, voilà, en tout cas, ce genre de méchants-là qui ont des grosses bases qu'ils ont créées exprès pour comploter et faire le mal. Ils ont ce genre de bases-là qui ont été, ou en tout cas, le design a été imaginé souvent par Ken Adam. D'accord. Ok. Ouais. Donc, voilà. Donc là, c'est dans le James Bond On ne vit que deux fois, de 1967, avec Sean Connery. Et du coup, c'est pas le dernier avec Sean Connery, celui-là. C'est pas celui qui est. Non, c'est les Diamants sont éternels, il me semble, le dernier avec Sean Connery. Il revient. Ouais, parce que les Diamants sont éternels, c'est pas celui qui est pas produit, je sais plus, par la MGM ou un truc comme ça. Non, ça c'est. C'est pas celui-là, non, c'est. Je ne rappelle plus le titre. Non, parce qu'en fait, il en fait 4, il me semble. Après, il arrête. Il y a au service secret de Sa Majesté, donc avec Georges Lazenby. Ah oui. Et après, il revient. En fait, il le paye vraiment beaucoup pour qu'il revienne et qu'il fasse celui-là, pour qu'il fasse Les Diamants sont éternels. Ah d'accord. Ah oui. Voilà. Et entre-temps, alors je sais plus si c'est avant ou après, du coup, il en refait un autre, du coup, effectivement, qui n'est pas produit par la MGM, qui est produit par Sony, je crois. Mais où le nom ne me revient pas. Ça va me revenir, je vais rechercher pendant que... Oui, peut-être que dans ce podcast... Tu présenteras ton... Ah oui, d'accord, oui. Ok, ça marche. Bon, pour ton premier élément, donc la base de... Alors du coup, c'est la base du Spectre. Voilà, ok, d'accord. Voilà, ou de Blofeld, si on doit trouver quelqu'un... Ah, c'est jamais plus jamais, voilà. J'ai retrouvé, entre-temps. D'accord. Le nom du... Entre-temps. J'ai retrouvé, c'est jamais plus jamais. Et donc, du coup, là, c'est la base du Spectre, ou de Blofeld, si on cherche qu'il y a une personne en particulier qui doit posséder cette base. Un peu... Ouais, ok, d'accord. Ouais. D'accord. Moi, du coup, pour mon premier élément, alors moi, je vais vous parler donc du Ragnarok
donc qui est présent dans Max Payne 1 sur PC. Donc Ragnarok, Rock, R-O-C-K. Donc en fait, le Ragnarok, c'est un nightclub gothique qui est tenu par Jack Lupino. Donc Jack Lupino, c'est un des membres de la famille mafieuse Punchinello. Donc en fait, c'est lui qui s'occupe d'écouler les stocks du Valkyr, qui est une sorte de drogue hallucinatoire dans Max Payne. Donc il s'occupe d'écouler les stocks dans les rues de New York. Parce qu'en fait, la famille de Max Payne, dans le 1, elle est tuée par des accros au Valkyr. Et du coup, Max Payne il décide d'effectuer une sorte de vendetta et de remonter tous les maillons de la chaîne pour savoir d'où ça vient. Et du coup, de tuer tout le monde. Et du coup, il tombe sur Jack Lupino, donc qui fait partie donc, de la famille Punchinello et qui est donc le boss final de la partie 1. Et donc, en fait, on le retrouve donc dans cette boîte de nuit qu'est le Ragnarok. Donc en fait, de l'extérieur, le bâtiment il ressemble à une sorte d'église et il est totalement isolé des bruits externes. Mais même quand on est à l'extérieur, en fait, on n'entend rien et on voit rien. Donc un peu comme les casinos où il n'y a pas de fenêtre et il n'y a pas d'horloge, c'est un peu la même chose. Donc au niveau de la construction, ça fait un peu comme un nightclub classique des années 90, on va dire. Dans le sens où il y a un premier lieu, il y a une cabine de sécurité où on peut récupérer les tickets. Enfin là, du coup, on tue des gars. Puis après, il y a une sorte de hall principal avec une sorte de dance floor mais avec un pentagramme satanique où il y a des installations pyrotechniques, où il y a un bar, où il y a un endroit en fait où il y a une sorte de... En fait, il y a un rideau et en fait, il y a une scène où il y a des instruments avec lesquels on peut interagir. Donc il y a ça. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'il y a des salles secrètes aussi. Donc il y a une armurerie, une cave à vin, une salle de lecture qui accueille divers ouvrages sataniques. Donc lors de notre exploration des lieux, donc on parvient jusqu'à l'antre du coup de Jack Lupino. Et donc en fait c'est une sorte de pièce d'étude qui se compose donc de canapés, de bougies, de rideaux. Ça fait un peu culte satanique. Du coup au centre il y a un pentagramme satanique avec des corps qui gisent, avec des bouteilles de bière vides et plein de livres occultes. Et du coup après on tombe sur un hôtel, enfin un peu une pièce un peu comme une église pour se marier quoi. Enfin voilà, il y a un hôtel un peu comme ça. Et en fait c'est le lieu après où on affronte Jack Lupino. En fait après il y a un vitrail au niveau du sol et sur les côtés il y a des tables avec des munitions et des armes et du coup c'est là où on affronte Jack Lupino du coup qui est le boss final de la partie 1 comme je l'ai dit. Après on rencontre aussi Mona Sax, donc qui est une tueuse et qu'on reverra aussi dans le 2. Voilà pour cette boîte de nuit gothique, le Ragnarok. Et du coup évidemment le Ragnarok ça fait référence du coup au Ragnarok qui est dans la mythologie nordique, donc qui est le sorte de paradis des guerriers, là où se retrouvent les dieux, qui fait référence aussi à une sorte de fin du monde prophétique, un peu comme le jugement dernier, et où il y a des catastrophes naturelles qui submergent le monde. Et en fait c'est en raccord avec ce qui se passe dans le jeu, en fait, où il y a une tempête de neige qui s'abat sur tout New York. Et du coup il y a ce parallèle là dans tout le jeu aussi, donc c'est pour ça que c'était intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans ce classement. Donc voilà pour mon premier élément, le Ragnarok. Toujours dans la bonne humeur et la... Dans la sympathie, ouais, je me suis un peu perdu là quand je me suis expliqué, je me suis dit c'est vrai que c'est glauque, hein. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de ce premier Max Payne. C'est qu'on sombre de plus en plus à chaque fois. Alors, du coup, moi, pour mon deuxième élément... mon deuxième repère de méchants... alors, le lieu en tant que tel n'était pas forcément un repère de méchants, mais c'est juste qu'il y a des méchants dedans, et qui symbolisent les méchants du film. Étonnamment, je pense que tu seras peut-être bien plus calé que moi pour en parler, mais je trouvais que c'était
pas mal comme repère de méchants. Parce que ça va donner après aussi des concepts. Enfin, soit ça s'est inspiré de concepts, soit ça va donner des concepts pour la suite. Et c'est là où je pense que tu vas m'aider. C'est sur un film. Alors, en fait, 1 ou 2 films, ça dépend comment on le voit. Parce qu'il y a d'abord un premier film incomplet en 1972. Et ensuite, il y a un autre film pour réutiliser ça en 78. Un film avec Bruce Lee. Et c'est du coup Le Jeu de la mort. Ah, Donc, oui. voilà. Donc le film est complet parce que du coup Oui, plus qu'un le complet. film a commencé le film a commencé à être tourné en 72 et Bruce Lee est mort en 73 et il y a eu après ils ont repris des trucs pour sortir un autre film en 78. Oui. Le principe du film c'est que du coup Bruce Lee qui joue un champion d'arts martiaux étonnamment en fait doit dans une pagode. D'accord, donc une pagode de 5 étages et il doit grimper la pagode pour affronter des différents méchants à chaque étage, donc différents méchants avec différents styles de combat, différents styles d'arts martiaux. Oui, c'est ça, oui. Donc il y a un expert en coup de pied, un expert de kung-fu, un expert de karaté kempo, un maître d'apkido et ensuite la scène la plus connue, c'est évidemment le combat contre Karim Abdul-Jabbar, donc il fait 2m20, sachant que Bruce Lee doit faire 1m70. Ouais, un truc comme ça, ouais. Voilà, donc l'idée c'était de confronter les deux styles. Alors le style de Karim Abdul-Jabbar, il me semble, c'est toi le spécialiste sur ça, mais c'est l'essence du Jeet Kune Do, donc l'art martial de Bruce Lee. Oui, parce que c'était son disciple, un de ses plus fidèles disciples. Donc voilà, l'idée là c'est vraiment le repère du méchant et qui va aspirer après. Alors je sais pas, en fait, c'est ça que tu vas m'aider. Est-ce que c'est inspiré après? Est-ce qu'il s'en est inspiré ou est-ce que c'est lui qui va donner du coup cette inspiration aux jeux vidéo? Parce qu'on est clairement sur un mode de fonctionnement en jeu vidéo, c'est un étage, un niveau, un combattant. À la base, c'était pour représenter l'essence des arts martiaux, c'est-à-dire que c'était les paliers à franchir, et qu'en fait, le but de Bruce Lee, qui d'ailleurs lui est le seul qui n'est pas habillé en tenue traditionnelle, c'est pour ça qu'il avait cette tenue, c'était en fait le but, enfin, le symbole, le message qu'il voulait représenter dedans, c'était que le Jeet Kune Do, en fait, c'était qu'il s'adaptait à tous les styles et qu'il ne fallait pas se fixer à un seul style fixe et qu'il fallait continuellement s'adapter et continuer à évoluer. C'est comme ça qu'il allait gagner tous les combats. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est une tour, parce qu'en fait, ça va Enfin, c'est pour montrer les niveaux de puissance et que du coup, grâce au Jeet Kune Do et à l'art de Bruce Lee, et ce qu'il veut montrer, c'est que voilà, il passe au travers, quoi. Il est comme l'eau, quoi. Comme il dit à chaque fois, be water. Voilà, c'était ça en fait un peu le truc. Et du coup, ouais, pour les tours de jeux vidéo, je pense que c'est par rapport à Mortal Kombat, par exemple, j'imagine, où il y a ça, il y a cette tour dans Mortal Kombat et dans le jeu Le Seigneur des Anneaux aussi, je crois, il me semble. Après, c'est typiquement quand même un mode de fonctionnement en jeu vidéo où tu avances, tu passes de niveau et du coup tu affrontes des gars de plus en plus forts. Oui, totalement. Ah oui, on est vraiment là-dessus. Voilà. Donc je trouvais que c'était un bon repère de méchants parce que ça allait du coup influencer les jeux vidéo et qu'il y a différents méchants. Alors le bâtiment en tant que tel, c'est juste une pagode, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est plus le fait que les méchants aient investi ça. C'est la mafia coréenne, il me semble, qui a investi ce bâtiment. Et donc du coup, évidemment, je vous encourage à voir ces films. Alors, il me semble que j'ai pas vu la version de 78. Enfin, ces films, le jeu de la mort, à la base, il fait 8 minutes. Hein. Oui, d'accord, c'est le film incomplet, mais est-ce que ça, c'est celui-là qui est réalisé par Bruce Lee, avec un scénario et les chorégraphies de combat de Bruce Lee, et pour la version longue, la version qui ressemble à un vrai film. Ouais, voilà. Du coup, ils ont dû adapter en faisant le fait que, parce que c'est pas toujours Bruce Lee qui joue, c'est un autre gars qui joue, il y a une sorte il fait de la chirurgie esthétique, etc. Ouais, voilà. Après, c'est très bien adapté. Enfin, après, ça me dérange pas. J'ai noté que
La chorégraphie des combats, du coup, du film de 78, c'est Sammo Hung qui fait la chorégraphie. Ah d'accord, oui. Voilà. Donc, qui est aussi un grand artiste martial, acteur, réalisateur, chorégraphe. Et qu'on connaît, nous, dans Merci. surtout Le flic de Shanghai. Voilà, c'est ça. Voilà, pour savoir si vous avez la tête qu'il a, c'est le flic de Shanghai. Mais sinon, en fait, Oui, il faisait... il fait pas que ça. Oui, À il faisait... Hong Kong, il est quand même plutôt très connu. Oui, voilà, il faisait partie de la génération de Jackie Chan, qui C'est a ça. évolué avec lui dans le théâtre de Pékin. Ça fait partie Oui, de ses ça, meilleurs ça, amis. Et qu'on peut voir, du coup, qu'on peut découvrir dans le livre Ne jamais grandir de Jackie Chan que tu avais recommandé Oui, voilà. dans un des derniers épisodes. Tout est raccord. Oui, c'est ça. Voilà, du coup, c'était ça, mon deuxième, c'était La pagode du jeu de la mort. C'est vrai, c'est une très bonne recommandation, effectivement. Alors à moi, donc pour mon deuxième élément, je vais vous parler alors d'un château extrêmement connu dans les jeux vidéo, qui est le château de Bowser. Ah oui, Donc moi je vais vous parler de la version qui est dans Super Mario World, donc qui est sortie en 1992, donc sur Super NES et sur Super Famicom. Enfin sur Super Famicom, il est connu pour être Super Mario Bros 4 du coup. Donc ce château, donc il appartient évidemment à l'ennemi principal de Mario, donc Bowser. Donc il apparaît sous plein de formes. La première fois qu'on le voit, plus ou moins, c'est dans le premier Super Mario Bros. Mais après, on le voit dans Super Mario Bros 3, on le voit dans Super Mario World 1 et 2, dans Super Mario 64, dans Super Mario Galaxy, dans Super Mario RPG, et aussi dans la série des Mario Kart. Enfin bref, c'est un élément iconique qui est dans la série Mario de jeux un élément du Japon à part entière. Son autre nom, c'est le Neon Castle. Enfin, c'est le nom qui est donné dans la série adaptée, dans la série animée adaptée du jeu Super Mario World. En fait, c'est plutôt bizarre dans un jeu Mario, en tout cas un jeu d'aventure Mario, où il n'y a pas le château. Ouais, voilà, c'est plutôt ça, voilà, oui. Il y en a eu, mais c'est vrai. Après, voilà, même, je pense, même dans les versions, même dans la version Mario Kart, sur les dernières versions, tu as une adaptation du château, enfin, il y a une des courses qui est dans le château, quoi. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, ça fait partie forcément des cases à cocher dans un jeu Mario, le château de Bowser. Donc, pour la version Super Mario World, donc on peut y accéder par. Donc en fait, le château il est présent donc dans le dernier monde du jeu, donc la vallée de Bowser. Donc on peut y accéder donc par deux entrées. Donc il y a la porte principale qu'on fait par le chemin classique, on va dire. Donc par là, on arrive dans le château. Donc il est divisé en 4 sections. Donc en fait, il y a une première section où on peut choisir 4 entrées qui nous donne après sur un niveau où il y a des obstacles, tout ça. Donc on passe une première section. Après, on arrive dans une deuxième section. On peut encore choisir un des 4 niveaux. On passe un de ces 4 niveaux. Puis après, on arrive dans une troisième section où c'est un niveau un peu plus sombre. En fait, on tape sur des blocs, on peut avoir de la lumière. Pour ceux qui ont joué, ils voient très bien. Et après, du coup, on arrive sur la 4e section où, du coup, on affronte Bowser. Donc Bowser qui est dans sa Koopa Clown Car. Alors ça, j'ai dû chercher parce que je me rappelais plus comment ça s'appelait. Donc qui est le boss final et qui est assez emblématique. Qui a un affrontement assez emblématique pour ceux qui ont joué à Super Mario World. Et du coup, on peut rentrer donc par la porte de derrière, on va dire. Donc c'est une porte par laquelle en fait on y accède par le monde des étoiles, donc le Star World, donc un monde caché. En fait, on peut y accéder donc par des sorties alternatives qui sont dans les niveaux. Du coup, après, on peut accéder à ce Star World. Et du coup, à un moment, quand on emprunte une des étoiles, on peut arriver directement en fait par la porte de derrière du château. Et ça nous amène directement à la 3e section, donc avec le niveau un peu sombre. Et du coup, ça nous évite de faire
toutes les parties, on va dire, contraignantes pour finir le jeu plus rapidement. Donc voilà pour ce château, donc qui est un peu emblématique parce qu'en plus quand on arrive dans la vallée de Bowser, il y a cette musique rock qui dénature complètement par rapport à tout l'univers du jeu. Du coup voilà, donc voilà pour ce château. Voilà, enfin, quand on a pensé à ce sujet, enfin, j'ai pensé directement au château de Bowser en fait, de la version Super Mario World. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment d'argumentation plus poussée parce que... Oui, bah après je pense que pour le coup, et ça arrive pas forcément si souvent que ça, le château de Bowser, je pense que c'est quelque chose du coup plutôt connu de tout le monde. Oui. Alors peut-être pas cette version-là, toi tu parles d'une version spécifique, mais de manière générale, le château de Bowser, c'est quelque chose de largement connu, alors que d'habitude sur les jeux vidéo c'est un peu moins connu. Ouais, mais là en général, ouais, c'est sûr que... Voilà, mais là dès qu'on parle sur du Mario, forcément c'est... Oui, en plus là j'ai vraiment parlé d'un château où il y a Bowser dedans, parce que j'aurais pu parler des châteaux où il y a ses enfants, où il y a des fakes, comme dans le premier Mario à chaque fois, où c'est jamais lui. Donc, c'est ça. Donc voilà, là j'ai vraiment parlé d'un château où il est dedans, et qui est emblématique. Voilà. Donc voilà, à toi pour ton troisième élément. Troisième. Oui. Alors, du coup, je vais parler encore d'une tour. Enfin, tout à l'heure, c'est une pagode, là, c'est une tour. Une tour qui s'appelle Barad-dûr, qui est la demeure de Sauron. Oui. Donc, c'est aussi la tour sombre, alors, qui est une des deux tours, dans les deux tours. Oui. Du coup, qu'on voit la première fois dans le film Le Seigneur des Anneaux en 2001, donc réalisé par Peter Jackson. Voilà. Pour le coup, je pense que là, en termes de repères de méchants, c'est difficile de faire plus lié entre le méchant et son repère. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Ouais. Là. Parce que là, du coup, la tour, en fait, on a l'impression, en tout cas, que la tour est une sorte d'extension de Sauron. Oui. Ouais, parce qu'en plus, en haut, il y a l'œil de Sauron, donc l'œil qui voit tout, qui regarde, qui est en train de balayer le Mordor tout le temps, qui regarde en direction de l'anneau quand quelqu'un porte l'anneau. Oui, c'est ça, une sorte de Big Brother. Voilà, on a l'impression, on ne sait pas si la tour est vivante, est-ce qu'elle représente Sauron, est-ce que... Donc voilà, puis du coup c'est quand même dans cette représentation-là, de manière générale, cette tour-là, elle représente le mal. Oui. La tour du mal, elle se situe dans le Mordor, qui est quand même du coup en termes de terre désolée et qui représente visuellement le mal. Ça se pose là, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est dans lui où on voit. Je sais pas si c'est là où on voit la fabrication des orques dans le premier. Est-ce que c'est dans cette tour, enfin plus ou moins. Non, c'est dans l'autre tour. Ah, la fabrication des Uruk-hai. Oui, voilà, celle où il y a Saruman. Ça, c'est celle de Saruman. Ah voilà, ok, voilà. C'est ça. C'est l'autre. Voilà. Mais c'est du coup dans les deux tours. Il y a la tour de Saruman et la tour qui, ou je sais pas si c'est ça parce que je m'y connais pas trop, mais la tour où il y a. C'est la tour d'Orthanc, la tour de Saruman. Où il y a Frodon qui s'incruste. Non, où il y a Sam, je crois, qui s'incruste pour sauver Frodon. C'est pas une tour, c'est une petite tour de guet. Ah oui, voilà, c'est pas de garde. Ça n'a rien à voir. C'est pas voilà. Non, là, la tour de Saruman, du coup d'Orthanc, ou Barad-dûr, c'est des tours immenses, quoi. A priori, elles font, dans ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, la tour principale mesure 1400 mètres de haut. C'est très haut, oui, effectivement. Voilà, c'est une grande tour. Oui. Voilà. Donc, voilà. Du coup, c'est pas mal. Comme ce qu'on se disait au début, là, c'est que quand on savait pas trop quoi choisir comme type de repère de méchants, il y a des lieux en fait qui ont été investis par les méchants et qui font du coup que ça devient des repères de méchants. Il y a des lieux qui ont été créés par les méchants. Voilà, pour représenter aussi, et du coup dans les films ou dans les jeux vidéo, pour représenter le mal et représenter vraiment
les méchants. Là, clairement, c'est, je pense, en termes de représentation du mal, c'est une tour qui se pose. C'est vraiment une extension maléfique, enfin une représentation physique même de Sauron, du mal qu'il fait, quoi. C'est ça. Okay. Oui, c'est vrai que là, c'est difficile de faire plus méchant, quoi. C'est ça. Voilà. Après, j'ai d'autres choses qui sont, mais plus sur les deux derniers, là, c'est... ça représente bien le mal, mais soit ça a été créé pour, ou ça a été des lieux qui ont été investis. Ouais. Alors que là, t'as l'impression que c'est... on est vraiment c'est juste Sauron qui s'est dit, bon, c'est, en fait, il faut que je me pose et je vais devenir une tour, quoi. Oui, d'accord. Oui. Et voilà. Oui, voilà, parce que je peux pas devenir humain, parce que j'ai pas l'anneau. Enfin, humanoïde, on va dire. Ouais. Voilà. Et du coup, ok. D'accord. Oui, effectivement, c'est très magnifique. Alors, du coup, à moi, pour mon troisième élément, donc moi, je vais vous parler donc, de Rupture Farms, donc, qui est présent dans l'Odyssée d'Abe et Munch Odyssey, donc il y a un autre épisode de la saga Oddworld. Donc Rupture Farms, c'est une usine de fabrication, une usine de fabrication, on va dire, de nourriture. Et donc il devient une usine de fabrication de viande à partir du premier. Donc il se trouve sur la planète Oddworld. Donc le PDG, il se nomme Moluc. Donc il appartient au cartel de Magog et il fait partie de la race des Glucons. Du coup, ce cartel, en fait, il regroupe différents groupes industriels, dont Rupture Farms. Donc l'usine, en fait, à la base, pour ça que j'ai dit qu'elle devient une usine de viande après, parce qu'en fait, à la base, elle fabrique des boissons addictives qui sont faites à partir des larmes et des os des Mudokons. Donc les Mudokons, c'est la race de Abe. Donc c'est ça, donc la race de Abe. Et ensuite, elle fabrique aussi divers plats, si on peut dire. Donc comme des munchies, donc c'est un peu des sortes d'ankas, je crois. Des tartes ou des gâteaux qui sont faits à partir d'espèces vivantes, donc vivantes fictives qui sont dans l'univers du jeu. Donc il y a les Mitch, les Paramites ou les Scrabs. Donc toutes ces espèces sont transformées soit en tartes, soit en gâteaux, soit en munchies. Et du coup, à un moment, donc ça c'est le point de départ du premier épisode, c'est qu'à un moment il y a un déclin économique du fait que toutes ces espèces, en fait, elles ont été vraiment utilisées à mort par cette entreprise. Du coup, Moluc, il doit trouver un moyen de relancer la croissance. Et du coup, il se dit, tiens, les esclaves qui travaillent pour moi dans Rupture Farms, donc les Mudokons, je vais aussi en faire de la viande. Et du coup, il va créer une nouvelle, il va créer une nouvelle espèce qui est annoncée comme le New and Tasty. Et en fait, c'est juste de la viande de Mudokon. Et du coup, on voit Abe en fait qui lui a qui est une sorte de balayeur. En fait, il surprend une conversation du cartel et il surprend ce projet maléfique. Et du coup, le but, c'est de s'échapper de Rupture Farms et de sauver le maximum de Mudokon et de prévenir aussi le peuple qui vit à l'extérieur aussi. Voilà. Donc c'est Rupture Farms, donc il y a un endroit aussi qui respire la joie de vivre. Hein. Oui. Après, d'un côté, sur le thème, c'est quand même les repères de méchants. Dans l'ensemble, forcément, on a rarement... ça aurait été rigolo de trouver un repère de méchants, genre ultra joyeux, ou... en fait, il se passe des trucs horribles, mais le truc super coloré... pour l'instant, j'ai que le château de Bowser de Super Mario World. Et du coup... Oui, voilà, ça c'est un peu coloré, etc. Mais il y a quand même... tout essaie de te tuer dans les châteaux de Bowser, quoi. C'est vrai. Après, parce que tu rentres. Oui, effectivement, tu rentres chez lui, il n'est pas obligé d'essayer de te tuer. Ouais, tu rentres chez lui parce qu'il a capturé ta princesse. C'est vrai, oui, ça se tient. Du coup, pour revenir à Rupture Farms, du coup, c'est un complexe industriel vraiment sombre.
ouais, en fait, non, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, c'est ça, oui, il y a du coup les Mudokons qui travaillent comme esclaves et du coup, ouais, que tu dois sauver, comme je l'ai dit. Voilà, du coup, pour mon troisième élément. Voilà. Ok. Alors, je vais partir sur mon quatrième élément et du coup, je vais parler un peu de Star Wars. Ah, tiens. Ça faisait longtemps. Oui. Tiens. Voilà. Du coup, alors c'est étonnamment quelque chose qui m'est pas forcément venu de suite. Et c'est pas, je pense, un des éléments les plus connus de Star Wars, puisqu'il n'apparaît que dans un seul film. Parce qu'au départ, je voulais parler de l'Étoile de la Mort. Ça aurait été un peu, je me dis, c'est pas... un peu évident. Oui, et puis après, je me suis dit, c'est pas tant que ça le repère du méchant. Enfin, il y a des méchants, ça aurait pu marcher comme repère de méchant, mais je trouvais qu'il y avait un autre repère de méchant qu'on voit uniquement, du coup, dans le film Rogue One. D'accord. Alors, donc, il a un des spin-offs de Star Wars. Alors, si après, on le revoit aussi, ce repère, il me semble, on va le revoir dans les dessins animés, peut-être, je pense. Je sais plus, il faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, on le voit dans Rogue One. Et c'est le château de Vador. D'accord. Du coup, Dark Vador a son propre château. Je savais pas qu'il avait son propre château. Et oui, il a sa propre petite maison, sa propre forteresse, un lieu qui respire la joie, comme tu t'en doutes. Bah oui. Voilà. Et alors après, qu'est-ce qui est intéressant parce que ça fait partie, en fait, de ces... ce qui est intéressant, du coup, de manière générale, sur les repères de méchants, ce qu'on a dit, c'est que ça représente les méchants, en fait. C'est une extension une de version... voilà, ça, une extension, une version bâtiment des méchants. Alors, Barad-dûr, ce qu'on a dit, la tour dont on a parlé juste avant, c'est vraiment une extension physique du méchant. Là, l'idée, c'est que ça symbolise le méchant, et que ça symbolise à quoi il aspire, ça symbolise ses problèmes, etc. Et donc au-delà du fait que c'est du coup une tour dans la mode de l'architecture impériale, donc c'est très froid avec des lignes droites et tranchées, Ouais. tout en noir évidemment. Ce qui est intéressant, alors il y a deux choses, une chose qui me fait beaucoup rire sur les designs des bâtiments impériaux, c'est que du coup c'est toujours des bâtiments qui sont assez hauts, Ouais. et qu'il n'y a aucune rambarde de sécurité, jamais. D'accord. Dès qu'il y a des ponts, des passerelles, du coup il faut marcher et où il y a un précipice à côté, parce que du coup déjà ils créent des bâtiments où il y a des précipices super grands, ils ne mettent jamais de rambarde de sécurité. Ah, mais ça, on le voit dans Star Wars Voilà, 7. c'est une règle. Oui, dans Star Wars 7, il y a un moment une confrontation entre Han Solo et son fils. Ils sont sur une passerelle qui doit faire 1 mètre de, je sais pas, 1,50 m de large, qui est au-dessus d'un précipice dans cette base, mais qui est ultra profond, c'est-à-dire qu'il va avoir 100 mètres de fond, quoi. Et il n'y a pas de rambarde de sécurité. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Donc ce bâtiment ne déroge pas à cette règle-là. Donc, voilà. Ensuite, du coup, il possède toutes les installations pour que Dark Vador puisse du coup avoir des soins. Oui, son état. Ouais. Il y a des grandes portes, des portes immenses qui font que quand il apparaît là-dedans, en plus il apparaît dans une sorte d'halo de lumière, enfin c'est très très joli. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'endroit où elle est placée. C'est pas spécialement dit dans les films, il me semble pas que ça soit noté, mais en faisant des recherches sur l'univers étendu de Star Wars, en fait, elle est sur Mustafar. Et du coup, la planète Mustafar, c'est la planète de lave, celle dans le 3. où il y a l'affrontement dans le 3, l'affrontement entre Obi-Wan et Anakin et du coup Dark Vador. D'accord, ok. Donc c'était, je trouve, la symbolique qu'ils se disent, c'est là où j'ai eu une défaite et c'est là où je vais créer ma base, ma forteresse secrète. Ma forteresse sur cette planète-là qu'il l'a vu mourir en tant qu'humain complet. Oui.
pour le fait de redevenir Dark Vador en version métal. C'est un peu le lieu de la naissance de Vador. Déjà, voilà, la forme finale de Vador, la forme figure géante en noir asthmatique, elle est née là. Alors il a été créé sur une autre planète, enfin il a été soigné sur une autre planète, mais c'est là où il a été découpé, où il a brûlé et où il est devenu la forme de Vador qu'on connaît tous. D'accord. Donc voilà. Donc je trouvais que c'était assez intéressant aussi en termes de symbolique, le fait qu'il crée ce château sur cette planète. Ouais, l'endroit de cet effet. Et après, visuellement, c'est beau, quoi. Enfin, visuellement, c'est triste, mais visuellement, c'est un château qui est plutôt en hauteur, tout en noir et entouré de lave. Il y a même de la lave qui passe au milieu. Ouais, c'est vraiment à l'image de son propriétaire, ouais. C'est ça. D'accord. Voilà. Pour le 4e. D'accord. Donc à moi. Donc moi je vais vous parler donc d'une tour aussi. Enfin, d'une tour qui est présente dans Devil May Cry 3, Dante's Awakening, donc l'éveil de Dante. Donc c'est le Temen Nigru. Donc le Temen Nigru, c'est une tour géante démoniaque, encore une fois, servant de portail entre le monde des humains et celui des enfers. Donc il fut construit par les adorateurs du diable et du mal. Et en fait, elle renferme le pouvoir de Sparda et son épée. Et en fait, du coup, à la base, cette tour, elle fut scellée du coup par Sparda lui-même, parce qu'en fait, il a versé son sang dessus et il a créé, avec l'aide d'une prêtresse, l'amulette parfaite, comme ça qu'elle est appelée. Et en fait, elle a été scindée en deux. Et donc, il y a une partie qui appartient à Dante et une autre qui appartient à Vergile, son frère. Et si les deux sont rassemblés, ils peuvent déverrouiller en fait le pouvoir de la tour, où il y a aussi les 7 gardiens qui sont réveillés, et du coup il y a aussi l'épée de Sparda qui représente le pouvoir démoniaque ultime, parce que c'est le plus puissant des démons en fait. Donc voilà. Et du coup dans cette tour aussi il y a un léviathan, enfin ils appellent ça un léviathan. Donc en fait c'est une sorte mix entre un crocodile et une baleine, je sais pas comment, qui est géant, très 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 grand. Et en fait, même on va à l'intérieur de son corps et c'est un vrai labyrinthe, c'est un niveau entier en fait dans le 3. Donc c'est une sorte de truc qui vole autour et pas qui garde la tour, mais qui va avec la tour. Voilà. Et donc la tour, qui fait, en fait, c'est le lieu principal du jeu, c'est-à-dire c'est là où on y va plusieurs fois. Enfin voilà, on va plus ou moins dans tous les étages de la tour, et c'est là où est vraiment l'intrigue principale, parce que c'est lié à l'histoire de Dante et Vergile, et c'est là du coup où on affronte plusieurs boss, comme le gardien de glace, qui est une sorte de cerbère et en glace du coup. Où après on récupère une sorte de nunchaku qui est du coup la représentation du gardien, où après on rencontre aussi Annie et Rudra, qui sont des sortes d'épées mais avec une âme. Du coup en fait elles parlent et du coup elles font des petites vannes, et du coup parfois il y a Dante qui les tape entre elles pour dire arrêtez de parler, vous me déconcentrez quand je me bats, enfin voilà. Du coup là c'est donc il y a plein d'ennemis, il y a plein de démons. Et du coup, elle est investie par Vergile et Arkham, qui est le vrai méchant du jeu, on va dire. Parce que Vergile se fait avoir par Arkham par rapport à des choses. Voilà. Mais c'est une tour, c'est un repère de méchants, investi par plusieurs méchants là, du coup. Oui. Voilà. Ok. C'est parti pour le dernier repère de méchants. Oui. Alors attends, je vais prendre la documentation en même temps. Voilà, la documentation qui sera
sera sûrement lié à ma recommandation. Du coup, le dernier repère, ça va être un palais. Un palais qu'on voit dans un film de 1984, et qui est du coup Indiana Jones et le Temple maudit. Du coup, c'est le palais de Pankot, donc qui abrite les rites des thugs, je sais pas comment on prononce. Voilà. Et alors du coup, en termes de palais de méchants, il y a un peu tout en fait ce qu'on représente dans les palais de méchants, c'est-à-dire qu'il y a la partie visible dans les étages visibles, où il y a, c'est un vrai palais indien, très joli, très fastueux pour des années 30, Oui. qui a été créé bien avant, mais là du coup on le voit dans les années 30 dans Indiana Jones. Et au fur et à mesure en fait qu'on avance dans le film, on va de plus en plus loin dans ce palais, et on comprend qu'en fait c'est vraiment que le mal se cache dans ce palais. Déjà il y a une scène très connue de repas où on mange des mets de pire en pire, c'est-à-dire de la cervelle de singe en sorbet. C'est important. Des couleuvres. Des couleuvres, il y a des yeux dans la soupe, enfin c'est assez horrible. Et ensuite il y a du coup comme dans les bons repères de méchants, il y a des salles secrètes avec des pièges, voilà, avec des milliers d'insectes. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc du coup Indiana Jones et 2001 risquent de mourir, ou alors j'ai un trou sur le nom de la fille. De la quoi? Willie Scott. Ah oui. La chanteuse. Willie crie, quoi, voilà, ou crie tout ce qu'elle peut. Ensuite, on continue à descendre, et on est là vraiment dans des sortes de mines, de caves, et on arrive sur un lieu de culte, donc le culte avec la statue de Kali, avec les pierres de Sankara, qui sont les objets qui sont recherchés, qui ont été par Indiana Jones, parce qu'ils ont été volés à différents peuples autour, donc c'est des pierres magiques. Oui. À différents villages. Donc là, il y a un culte, du coup, où ils essayent où ils tuent des gens, littéralement, ils les jettent dans une sorte de volcan. Et il prend leur cœur. Pour les tuer. Voilà, et il prend leur cœur, voilà, le méchant prend leur cœur. Et ensuite, on continue. Le méchant qui s'appelle Molaram. Et ensuite, on continue, et du coup, sur une autre pièce de côté qui est encore plus profonde, il y a une mine, parce que du coup, c'est là où ils cherchent des pierres. Il y a une mine où les mineurs sont que des enfants. Donc, il y a en plus des esclaves enfants, avec tout un réseau de petits wagons, qui va amener sur une des scènes connues de course-poursuite en wagonnet de la mine. Voilà. Donc c'est vraiment un palais immense, parce que y a vraiment le haut du palais qui est un beau palais, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on va de plus en plus dans l'horreur, et donc voilà, je trouve. Donc c'est un super palais. C'est un super repère de méchants. Oui, voilà, oui, Je n'ai pas vraiment envie d'y aller, mais en termes de repère de méchants. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est effectivement un lieu qui existait avant, ce palais, mais qui a été investi par le Molaram et toute sa secte, oui. Pour devenir comme ça. C'était pas obligé de devenir un lieu si sordide. Oui, c'est vraiment eux qui en ont fait un lieu maléfique. Voilà. Et sinistre, du coup. C'est ça. Voilà pour mon dernier repère de méchants. Ok. Alors, du coup, pour mon dernier repère de méchants, je vais vous parler alors du village, on appelle comme ça, dans Resident Evil 4. Donc, le village, ou El Pueblo, en fait, c'est un village qui se trouve dans une zone rurale et reculée et montagneuse aux environs de l'Espagne, d'où le nom El Pueblo. Il est habité du coup par une communauté religieuse qui se nomme les Illuminados et qui vénère des parasites nommés Las Plagas,
Du coup, rapidement, Las Plagas, en fait, c'est des parasites qui se trouvent sous terre. Et en fait, en gros, ils se logent dans un être et après, ça crée en gros des zombies. Et du coup, en gros, c'est l'origine du virus qui est présent après dans Resident Evil 5. D'accord. C'est après, en gros, il y a un échantillon qui est récupéré par une certaine personne qu'il donne à Wesker, qui est un des méchants emblématiques de la série. Du coup, après, avec une organisation pharmaceutique, la Tricell, il crée les Plagas type 2 et ça crée en gros l'intrigue de Resident Evil 5. Et du coup, à l'origine, donc, ces Plagas, ils se trouvent dans Resident Evil 4 et ils sont vénérés par les Illuminados. Donc les Illuminados, ils sont dirigés par une sorte de gourou qui s'appelle Osmund Sandler. Donc il gouverne le village parce qu'en fait il maîtrise les Plagas, on va dire. Sous ses airs de gourou, il dirige le village et après il dirige une île qui est à côté du village et un château aussi et qui a un peu des airs paramilitaires aussi. Mais là je vais surtout me concentrer sur le village, je vais pas digresser parce que du coup dans ce village il est vraiment c'était vraiment un des fers de lance, c'était vraiment ce qui était montré aussi dans les trailers, c'est vraiment un village très malsain où c'est vraiment un peu un village vraiment avec des habitants. Une des premières scènes qu'on voit dans Resident Evil 4, on rentre dans une maison et on voit un villageois qui est près d'un feu et on lui demande de l'aide. Parce qu'en fait on va chercher la fille du président et d'un coup on voit cet habitant un peu bizarre et tout, après qui nous attaque avec une hache et après tu vois que d'un coup il y a un truc sordide qui se passe, tu sais pas trop quoi. Du coup il y a des habitants pas très amicaux. Il y a par exemple le docteur Salvador. En fait c'est une sorte de... En fait c'est un habitant mais qui a une sorte de sac à patates sur la tête en toile de jute et qui a une tronçonneuse. On le voit dans les trailers et sur la boîte aussi. Il y a un prêtre, une sorte de prêtre catholique qui est super grand et qui est investi par les Plagas, qui a un boss aussi. Et après il y a un lac aussi aux alentours du village. Et il y a ce qu'on appelle le Del Lago, qui est une sorte de monstre, un peu comme un monstre du Loch Ness en fait. Une sorte de gros serpent géant et combat aussi qu'on affronte. Du coup voilà, il y a une ambiance vachement malsaine mais qui est vraiment très marquée et très prenante donc dans la première partie du jeu. Parce qu'après il y a la partie du château et après il y a la partie sur l'île qui est un peu moins bien parce que comme je l'ai dit c'est un truc un peu paramilitaire, du coup ça fait moins horrifique en fait, moins survival horror. Mais du coup pour cette partie voilà, il y a après c'est là aussi où il y a la vallée où on rencontre le vendeur, donc qui est un personnage emblématique de Resident Evil 4, il ouvre son manteau en fait, on voit plein d'armes. Donc voilà. Donc c'est vraiment, j'ai choisi ce village voilà parce que c'est un repère alors qui est investi par un méchant, Osmund Sadler, mais qui à la base déjà, c'était un lieu déjà où il y avait les Plagas, donc c'est déjà un lieu un peu méchant. Voilà, c'est un lieu du mal, quoi, déjà. Sans que c'est ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, c'est un peu le mal du bayou. Donc voilà, pour mon 5e élément. Ok, bah peut-être on va... je vais te laisser relire les... En fait, j'ai pas noté le premier élément que tu as donné. J'ai loupé le nom du premier élément. Et sinon, relire les 10 éléments qu'on a cités avant de pouvoir passer à la deuxième partie. Alors, le premier élément, donc, c'est le Ragnarok, donc dans Max Payne. Ensuite, on a la base Spectre Volcan, qui est présente donc dans James Bond. On a dit que 2 fois. Voilà. Ensuite, on a la pagode qui est présente dans le jeu de la mort avec Bruce Lee. On a le château de Bowser dans la saga Super Mario Bros. On a Barad-dûr qui est la tour de Sauron dans Seigneur des Anneaux. Rupture Farms qui est présent dans l'Odyssée d'Abe. Le château de Vador qui est présent dans Star Wars. Je
général. Voilà, Rogue One. Et dans Rogue One en particulier. On a le Temen Nigru qui est présent dans Devil May Cry 3. Le palais de Pankot qui est présent dans Indiana Jones 2. Et le village qui est présent dans Resident Evil 4. Donc je pense qu'on peut passer à la partie 2. Allons-y. Give me five. Alors du coup, cette partie 2, on va commencer entre la base dans le volcan, la base du spectre dans le volcan, et le Ragnarok, du coup le bar glauque de Max Payne. Le Ragnarok, c'est un lieu un peu marquant, c'est vrai. Après, ça reste une boîte de nuit juste avec un mec qui est sous Valkyr et qui... c'est tenu par un mafieux. Et, c'est ultra... C'est quand même marqué, on va dire. Mais c'est pas une base puissante. Ouais, je pense que ça... Au fur et à mesure des repères dont on a parlé, on en a beaucoup qui symbolisent en fait le méchant. Et celui-là, le Ragnarok, je trouve qu'il ne le symbolise pas. Oui, il est marqué, mais moins. On en aura qui seront bien plus marqués. Du coup, moi, pour défendre la base de Spectre, c'est vraiment le symbole de la démesure. Alors, des films de James Bond de ces années-là, et du spectre, de la puissance du spectre, qui peuvent se cacher n'importe où. Donc, ils vont se cacher dans un ancien volcan. Oui, du coup, oui. Alors, je pense qu'il faut mettre en premier, la base du spectre, oui. Parce que du coup, le Ragnarok, c'est une identité marquée quand même, parce qu'on le reconnaît, il y a tout ce truc au niveau du satanisme et tout ça. Mais après, ça reste tenu par un mafieux. En plus, dans le 2, après, le bar, il est fermé et il est réouvert encore par des mafieux, mais par des Russes. Mais du coup, c'est au même endroit, mais c'est pour dire que c'est pas un truc... ça pourrait être tenu par n'importe qui, on va dire. Voilà, c'est ça. Je pense que du coup, on peut aussi peut-être faire un des points qui nous... de comparaison, ça va être aussi qui est-ce qui est dans ce repère-là. Et le fait que ça soit un méchant, soit un seul méchant, soit du coup vraiment la base où il y a plein de méchants, mais que ce soit vraiment le repère de quelqu'un. Là, de ce que tu en dis, tu vois, c'est effectivement c'est le propriétaire du truc peut changer et ça change pas. Ça reste que le bar reste comme il est, quoi. Oui. J'aurais mis la base de Spectre en premier. On est que deux pour l'instant. La base Spectre en premier et le Ragnarok en dessous. Alors du coup, si on ajoute le château de Bowser, alors déjà je pense que le château de Bowser, du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire, va au-dessus du Ragnarok. Oui, voilà. Oui, ça c'est sûr. Après, là, je pense qu'on va il va falloir voir comment on gère ça, parce que là, forcément, les repères de méchants dans tous les jeux que tu as cités, comme c'est des jeux vidéo, c'est des lieux qu'on va explorer. On va aller, tu vois, un peu comme ce que tu disais sur les épisodes précédents, où du coup, quand on a des items, quand on a des armes, etc., c'est plus facile de les aimer parce qu'on va les utiliser pendant longtemps. Là, c'est pareil, c'est des lieux où on va aller visiter. Oui. On va connaître beaucoup plus de recoins, beaucoup plus de choses qui se passent. Alors sur le château de Bowser, toi, tu as donné là une version spécifique, mais il apparaît, comme tu l'as dit, il apparaît dans énormément plein de jeux Mario. Ouais. Oui, c'est une version différente, là, même dans le dernier Super Mario Odyssey aussi, c'est pas pareil. Mais du coup, voilà, c'est le château de Bowser, quoi, le château générique de Bowser, et après il a plusieurs versions. Et donc forcément, on va aller l'explorer, il va avoir des choses qu'on connaît, etc. Alors que la plupart du temps, à part peut-être le palais de Pankot, là où on explore pas mal les différents lieux, dans le reste, les personnages explorent pas forcément, quoi, ou c'est très basique. Oui, il n'y a pas de... Oui, je vois ce que tu veux dire, il n'y a pas de détails. Voilà. Donc voilà, maintenant que je dis ça, c'est bien, mais il faut faire avec. Oui. Du coup, je sais pas, là, entre le château de Bowser et la base de Spectre... Alors, en tout cas, ça représente bien le méchant.
de Bowser, qui, Oui. bon, parfois on se demande s'il est vraiment méchant, Bowser, mais ça représente sa demi-mesure aussi. Hein. Là, on est vraiment sur, on est un peu sur le même niveau que la base Spectre. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. Alors après, je me dis... Quoique, non, je pense que que ce sera plus à l'équivalent du château de Vador, peut-être, du coup. Ouais, mais bon, le château de Vador, voilà, Oui, c'est après. voilà, non, mais surtout, enfin, il fait un symbole. Je trouve qu'il est important, enfin, en tant que symbole de Vador et de ce que ça représente pour Vador. Alors, c'est une sorte voilà, de partie de Vador qui lui sert de forteresse. La base Spectre, moi j'ai choisi celle du volcan. Il y en a plusieurs des bases dans les différents James Bond, comme j'ai dit au début. Elles sont toujours classe parce que du coup il y a Canadam derrière. Mais là c'est plus un symbole, tu vois, de la base du méchant quand on parle de repères de méchants dans les films. Voilà. On pense à ça, tu vois, quand tu dis les repères de méchants qui ont des repères démesurés, tu dis les bases dans un volcan. Quoi. C'est ça. Ah oui, d'accord, oui. Alors que pour le coup, le château de Bowser, c'est vraiment un endroit que tu vas plus découvrir, que tu vas aller. Donc. Ouais. La base en tant que telle, la base en tant que telle, alors elle est très jolie. Il y a plein de choses. Enfin, du coup, tu vois que ça fait. C'est un lieu de tournage qui est grand où il y a. Mais si on prend la base en tant que telle, sans se dire qu'elle est dans un volcan, c'est une base de méchant, quoi. Elle est. Après pour. Donc du coup, j'aurais peut-être mis le château de Bowser au-dessus, en fait. D'accord, oui. Parce que j'allais dire, du coup, oui, parce que j'allais dire un truc qui allait dans ce sens où à chaque fois que tu joues à Mario, plus ou moins, tu t'attends toujours à avoir un niveau plus hardcore que les autres et qui est lié au château de Bowser, en fait. Enfin, tu t'attends toujours à ça, donc c'est vrai que ça représente. Alors que. Enfin, dans les James Bond, je sais pas si tu t'attends toujours à avoir une base Spectre. Non, alors, ça dépend quand. Je veux dire, dans ceux-là, oui. Cette époque, je pense que oui, en fait, et c'était l'enchaînement de la démesure des bases du Spectre. Et puis là, en plus, c'est la première fois, il me semble que c'est la première fois où on voit Blofeld, donc le chef du Spectre. Hein, on sait enfin qui c'est, la tête qu'il a. Ouais, du coup, ouais. Mais après, maintenant, beaucoup moins. Enfin, alors si, là, du coup, il y en a quand même qui ont des... Parce qu'il y a Blofeld qui revient dans ce avec Daniel Craig actuellement. Mais par exemple, si on prend les James Bond avec Pierce Brosnan, oui, il n'y a pas... Les méchants, ils n'ont pas forcément de... Enfin si, il y en a un, du coup, dans Meurt un autre jour, où là, du coup, il a vraiment sa base, le château de glace. Là, j'aurais pu utiliser ça. J'y pense maintenant. Il y en a un qui a le château de glace. Oui. Ouais, qui reprend cette idée des bases emblématiques des méchants. Sinon, sur les autres, bon, ils n'ont pas spécialement de... Non, en général, je sais pas, voilà. l'ennemi vient de l'intérieur. Enfin, ou c'est... Si, quoique, si, dans celui avec le mania de la presse, je sais plus comment il s'appelle. Demain ne meurt jamais. Voilà, il a un bateau furtif. Ouais, il a un bateau furtif, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et après, ça reste un bateau. Je sais même pas s'il a lui ou si. Enfin... Ouais, voilà, c'est plus un de ses engins. Sinon, lui, son lieu, normalement, c'est son building, quoi. Il n'y a rien de spécial. Donc c'est un building avec des grandes bâches qui permettent à James Bond de s'enfuir. Oui, voilà. Mais, ouais, donc, du coup, pour dire qu'on met le château de Bowser en premier. Pour l'instant. Voilà, et que je pense que la base de Spectre, elle aura sa place, je pense, dans le top 3. Pas forcément en tant que base, mais en tant que ce qu'elle représente du symbole du repère de méchant. D'accord, oui. Du symbole de repère de méchant au cinéma, il y a la base de Spectre, il faut qu'elle soit... dedans, quoi. C'est la base volcan, en plus. Oui. Alors, du coup, la pagode du jeu de la mort. Donc là, voilà. Là, c'est pas vraiment... Parce qu'en plus, il n'y a pas de méchant en plus. Hein. Enfin, dans le concept du film, il n'y a pas vraiment de méchant. C'est après, dans le jeu de la mort, où ils ont foutu ce vieux qui meurt en tombant d'une échelle. C'est vraiment nul.
Ouais. Bah, du coup, peut-être on peut le mettre. Après, il y a des. Enfin, alors là, c'est des méchants dans le sens où c'est des combattants, enfin ceux qui vont combattre. Oui. Ah Bruce oui. Lee, quoi. Donc, Bruce Lee est le gentil et les autres sont les méchants par rapport à lui. Mais bon, je pense qu'effectivement, on peut la mettre en bas du classement, la pagode. Ouais, pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Ouais. Bah, c'est pas. Architecturalement, c'est pas le truc le plus fou. Hein. Oui, ça reste. Ouais, c'est une pagode. Ouais. Alors, du coup, Rupture Farms. Ouais, un endroit fort sympathique. Oui, voilà. Là, c'est. Bah là, ça. Alors. Ça fait. C'est méchant. Mais. Voilà. Bah, du coup, là, comme ça, moi, je l'aurais mis instinctivement entre la base du Spectre et le Ragnarok. Oui, ça me paraît bien, là. Oui. Voilà. Ouais, Pas- je dis ça, oui. c'est plus méchant, je pense que ça symbolise plus les méchants que... Oui, c'est vraiment les méchants qui... Ouais, non. Bah, c'est moins emblématique que la base Spectre, mais ça représente bien les ambitions maléfiques et démoniaques de je ne me rappelle plus comment il s'appelle déjà, de Moluc le glucon, et de ce pourquoi et contre quoi tu te bats dans le jeu, donc c'est bien. Ouais. Et puis en plus c'est rapide, tout va bien. Oui. Alors, oula, ça risque d'être compliqué avec l'arrivée de Barad-dûr. La tour sombre. Je pense qu'il va dans le top 3 au moins. Oui, ça, c'est donc sûr. ça va aller au-dessus de Rupture Farm. Oui, voilà. Au-dessus de la base Et Spectre aussi. Au-dessus de la base Spectre. Oui. Ouais, c'est vrai qu'en... Mais en termes de représentation, vraiment, ça représente vraiment le méchant. Le méchant, voilà, oui. Ça a été Là, créé. ça, c'est que le méchant, ça a été créé par le méchant, pour le méchant, c'est le méchant, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, en plus, voilà, c'est le méchant, donc ça va presque... Alors, est-ce que ça va au-dessus du château de Bowser ? C'est ça la question, du coup. Est-ce que ça va au-dessus du château de Bowser ? Est-ce que c'est... je pense... attends. Je pense que oui, parce que Bowser, il peut évoluer sans être... Enfin, il y a des moments où il est méchant sans avoir de château. Alors que Sauron... Oui, là, je pense que... Oui. Ouais. Là, Là, Sauron, en tout cas, dans la version qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux, puisqu'on le voit avant, quand il a l'anneau, etc., il y a une version physique plus ou moins humanoïde. Là, dans la version... là, quand il a plus l'anneau et qu'il a moins de pouvoir, sa représentation, c'est Barad-dûr, quoi, en fait. Donc, effectivement, si on met en avant le fait que là, le repère de méchant ne fait vraiment qu'un avec le méchant, quoi. Ouais, non, ouais, on peut le mettre... Alors, on le met Oui, c'est... Ouais. Alors, maintenant, on a le Temen Nigrou de Devil May Cry 3. En fait, ouais, c'est une tour démoniaque qui est investie du coup par Arkham et Vergil pour libérer la puissance de Sparda, mais je sais pas trop. Je pense que je l'aurais mis. Je sais pas, parce qu'elle est emblématique, on va dire, dans la mythologie de Devil May Cry. Parce que quand on joue à Devil May Cry 3, pour ceux qui ont joué à Devil May Cry et même au 3, on sait qu'il y a la tour. C'est pas non plus un repère de méchants, quoi. Enfin, je veux dire, il y a Vergil et Arkham qui sont là. Ouais, mais c'est pas leur... En fait, ils veulent profiter plus de la tour, ce qu'elle a à offrir, plutôt que... c'est pas vraiment leur représentation... Oui, alors après, ça reste... ça reste une autre version du repère de méchant. Il y a différentes... Là, c'est qu'en fait, il y a la tour qui est là, et la tour, elle existait avant... Oui, avant eux, 2000 ans avant, ouais. Avant eux. Voilà, 2000 ans avant, et
Là, c'est pas un repère de méchants, c'est un repère méchant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment. Mais c'est un repère Bon, du coup, c'est, méchant et où il y a. Voilà. Ouais, bref. Bref, Du honnêtement, coup, je sais pas. du coup, moi, je l'aurais mis en 4. En fait, parce que je trouve que c'est compliqué de battre les. Pour Oui, là, l'instant, c'est... Oui, là, c'est compliqué. le trio là, de machin, mais du coup, j'aurais mis en 4. Ouais. Juste en dessous de la base de Spectre. Ouais, ça se tient. Alors, un autre qui risque d'être un peu compliqué, le château de Vador. Où est-ce qu'on peut mettre le château de Vador? Non, je sais pas, parce que je sais même pas à quoi il ressemble. J'ai jamais vu. Enfin, j'ai même pas... Oui, bah, tu te doutes bien que moi, à part le château de Bowser, les autres, je les ai pas vus. Hein. Donc, Oui, oui. Je suis juste fié à ta. Non, mais ce que je veux dire, ton c'est que j'ai explication. même pas... ouais, enfin, qu'est-ce qui... Enfin, ouais, je sais pas. Bah, je te laisse regarder peut-être. Fais une petite recherche, marque Forteresse Vador sur internet, tu verras déjà des visuels de ce lieu qui respire la joie. Déjà, c'est sur une planète volcanique. Donc, bon, Ouais. grosso modo, toute la Terre autour, c'est du magma. Enfin, il y a du magma. Ou alors, il y a de la roche volcanique. Ah ouais. Donc, Ça, déjà, le décor à côté est très sympa. c'est vrai que c'est... ouais. Mais après. Ça ressemble aux deux tours. Hein. Oui, on est un peu dans cette idée-là. Hein. On est sur cette idée de représenter le mal. Bah, je sais pas, parce que qu'est-ce qu'il y Après, je fait pense dans que son château à part... Enfin... Oh, bah, rien. On sait pas ce qu'il fout, Vador, à part. Enfin, sur son temps libre, D'accord, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, d'accord. pendant ses petites vacances, ou pendant, tu vois, c'est. Non, parce que autant le... Enfin, Barad-dûr Pendant ou... ses RTT, on sait pas trop ce qu'il fout, quoi. Parce que autant Barad-dûr ou le château de Bowser, on sait plus ou moins ce qu'il y a. Et bah là, à part des passerelles sans protection et voilà, il y a une salle au moment où il rencontre un autre personnage. On ne sait pas vraiment ce qu'il y fait, quoi. C'était juste, enfin, je voulais vraiment en parler parce que je trouvais que c'était la symbolique du château de Vador qui est sur la planète Mustafar. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc après, effectivement, je pense qu'il va pas aller. Bah, je pense que je l'aurais mis en dessous du château de Bowser quand même, parce que j'aime bien le château de Bowser. Mais après, Oui, mais je pense même en dessous de la base de Spectre et. voilà, Je pense que visuellement, c'est peut-être. Il est joli, le château de. Enfin, extérieurement en tout cas. Il est. Je trouve assez emblématique. est-ce que tu l'aurais mis enfin, entre le Ragnarok et la pagode du jeu de la mort alors? Si c'est vraiment... ou tu veux quand même le mettre un peu plus haut? Quand même plus haut, parce qu'il a quand même un peu plus d'utilité que... Un peu plus haut. J'aurais mis, je pense, au-dessus du Ragnarok. Oui. Parce que, tu vois, parce que le Ragnarok, c'est un bar, mais Oui, c'est pas spécialement associé à. Oui, à Jack Là, c'est Lopino. le château de Vador, quoi. Oui. Bon, bah alors, entre Rupture Farm, c'est... Ouais. Ça peut être pas mal, ça. Est-ce qu'après, ça va au-dessus de. que Rupture Farm, ça Rupture Farm. représente... bah, du coup, ça représente la mentalité de Moluc, quoi. Enfin, c'est d'exploiter les autres et d'arriver à avoir le plus de profit et de gains pour soi-même, et enfin pour son syndicat là, de glucon. Du coup. Mais du coup, ça représente, ouais, je sais pas, après... Bah, ouais, je pense il a quand même beaucoup plus d'utilité, quoi. Je pense que c'était juste là, dans le film, parce que c'est vrai qu'il faut quand même parler des films aussi, ou des jeux, dans les jeux, toi, forcément, ils ont tous des utilités, enfin, ça va être des niveaux ou plusieurs niveaux du jeu. Moi, dans les films, ça a quand même des... Là, le fait que ce soit le château de Vador, dans le film, j'ai plus l'impression que plutôt pour faire un clin d'œil et dire bah c'est cool en fait qu'il y a le château de Vador et il est dans son château, mais parce qu'il y a un mec qui vient le voir. Ah mais il n'y a pas de... Même dans les livres, il n'y a pas... Enfin,
spécialement. Si, après dans les livres, ils en parlé, mais enfin là, j'ai pas plus que ça. Il y a un comics qui s'appelle Le Château de Vador. D'accord, ah oui. Donc, mais je l'ai pas lu. Mais là, dans le film, quand il est présenté que dans Rogue One. Ah oui. Et concrètement, il est là pour dire c'est le château de Vador et il est là, mais c'est pas. Je veux dire, il aurait pu le voir sur une autre planète, sur un autre vaisseau. Est-ce que tu l'aurais mis change rien, en fait. Est-ce que tu l'aurais mis au-dessus ou en dessous de Rupture Farms alors pour trancher ce que. Du coup, j'aurais plutôt mis en dessous de Rupture Farms. Voilà. Et alors maintenant, le village de Resident Evil 4. Attends, le village, du coup, il représente. Il fait très origine du mal, du coup. Est-ce qu'il représente. Alors là, du coup, de ce que tu m'en as dit, parce que j'ai évidemment pas joué à ce jeu, mais là, ouais, ça fait plus repère des méchants. Enfin, pas que d'un seul méchant. Alors, on a parlé beaucoup que ça devait symboliser un méchant, mais... parce qu'en fait, les habitants, ils sont contrôlés par les Plagas. Et du coup, celui qui contrôle les Plagas, c'est Sadler. Du coup, en fait, les villageois, ils ont rien demandé, entre guillemets. Oui, mais bon, du coup, ça regroupe des méchants, enfin... ce qui doit donner cette ambiance... Oui. En plus, ouais, avec les boss et tout... Oui, c'est sûr. Du coup, tu vois... Mais ça représente pas le méchant, ça représente pas spécialement Sadler, parce que c'est juste un... Non, mais après, là, on s'en est servi, mais on n'est pas obligé de dire à chaque fois que ça représente le méchant, parce que, là, du coup, c'est le repère où les méchants sont là, et en fait, où le mal est là, partout, il est symbolisé par... Ouais, il irait... Je sais pas... Alors, du coup, je le mettrais déjà au-dessus du château de Vador, mais en dessous de la base de Spectre. Oui. Donc, je pense, juste au-dessus du Temen Nigrou. D'accord, donc vraiment en 4e position. Oui, parce qu'il est vraiment bien. La première fois que tu joues, en plus, ça dénature vraiment avec le ton c'est juste après je crois qu'il est sorti vraiment juste après le 3 où il y a Outbreak qui est sorti, je crois, avant. Mais ça dénature complètement. En plus, c'est le premier jeu vraiment Resident Evil 4 action. Où le 3, il y avait encore des éléments puzzle, un peu comme le 2 ou le 1. Et là, vraiment, quand il est sorti avec toute cette ambiance et tout, c'était vraiment... Qu'est-ce qui se passe ? Donc, alors, il nous en reste un dernier. Ouais, le palais de Pentecôte. Le palais de Pentecôte. Le palais de Pentecôte, ça va être... Alors, où est-ce qu'on peut mettre le palais de Pentecôte ? Alors, déjà, là, comme ça, moi, j'ai envie de le mettre... je sais pas si je vais le mettre dans le top 3, même s'il est super classe, et que je l'ai trouvé vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que j'ai dû le trouver un quart d'heure avant de commencer. Et je me suis dit, mais il y a le palais de Pentecôte, et en fait, c'est super cool, le palais de Pentecôte, comme repère de méchants. Il y a vraiment plein d'éléments qui font repère de méchants, quoi. C'est-à-dire que il y a des salles secrètes avec des pièges, il y a plein de méchants dedans, il y a cette esthétique de cave, de mine, avec du feu, de la lave. Il y a des esclaves. Voilà. Est-ce qu'on le met en dessous au-dessus du village de Resident Evil 4 ou en dessous, du coup, si tu veux pas le mettre je sais pas, est-ce que toi t'as envie de le mettre dans le top 3 ? C'est vrai qu'il est... C'est vrai que c'est bien quand même. Oui, oui. Que je le mette en top 3 ou pas, c'est pareil, parce que top 3, on l'a déjà, en fait. Si tu veux pas... non, mais on peut le changer. La base de Spectre, bon, mais... je crois que c'était bien la base de Spectre parce que c'était le symbole, mais en même temps, le palais de Pentecôte, j'ai envie de le mettre haut, quoi. Je sais pas jusqu'à quel point haut, mais... Après, je me rappelle plus trop des... Je sais que je les ai vus, mais... peut-être pas tous. Mais est-ce que la base... ceux qui ont la base Spectre, je me rappelle plus très bien. Je me rappelle de l'esthétique de la base de...
Mais ils ont pas tous la même base, hein. Mais là, dans celui-là, c'est la base spectre du volcan, quoi. Ouais. C'est celle qui est dans le volcan. Ils ont pas tous des bases dans le volcan. Bah alors je me rappelle Il plus. faut celle-là. y- Donc là, je saurais pas dire. Après, je sais que. Enfin. Alors, imaginons qu'on la mette, qu'on mette au-dessus de la base dans le volcan. Bah, je sais. Est-ce que ça va au-dessus du château de Bowser ou pas? Bah, je préfère quand même le château de Bowser. Enfin, surtout la version de Super Mario World, du coup, parce que j'ai vraiment beaucoup joué et je pourrais pas le mettre, je pense. Voilà. Ah bah du coup, on n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à mettre le palais de Pancot, en 3e. Ok. Ouais, ou alors on remet la base spectre. Ah, je sais pas. Ouais. Bah, Je pense que du coup, c'est au-dessus du village, hein, finalement. Ouais. Mais par affect, moi je dirais le palais de Pancot parce que j'ai plus vu Indiana Jones et que surtout je me rappelle pas de la base du volcan de Spectre en fait. Je me rappelle pas ce qui. Mais après, en tant que vraiment symbole de repère de méchants, ça fait quand même plus Spectre. Hein. Mais... Ah voilà, ouais, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on se base plus sur le. Bah, après, clairement, j'ai beaucoup plus vu de fois le palais de Pancot. Hein, Indiana Jones et le Temple maudit que. Ouais, bah alors, James Bond. bon, bah alors on le met en 3e, le palais de Pancot, et puis hop. Alors, du coup, alors, notre premier repère de méchant, c'est Barad-dûr, la tour sombre de Sauron. Ensuite, on a le château de Bowser. Ensuite, donc, on a le palais de Pancot, dans Indiana Jones et le Temple maudit. La base dans le volcan, la base spectre dans le volcan dans On ne vit que deux fois. Le village dans Resident Evil 4. Le Temendingrou de Devil May Cry 3. Rupture Farms dans l'Odyssée d'Abe. Le château de Vador dans Rogue One. Le Ragnarok dans Max Payne. Et la pagode dans le jeu de la mort. Je pense qu'on peut passer aux recommandations et à l'annonce du sujet suivant. Give me five. Alors, du coup, le sujet suivant, donc pour l'épisode qui devrait sortir normalement le 3 février, on sera déjà en février. Alors, ce qui est rigolo, parce que pour tout vous dire, là, on enregistre, on est encore en décembre, donc on est encore en 2020. Donc là, C'est on vrai. réfléchit sur des épisodes qui vont arriver en 2021. Et donc en février 2021, c'est rigolo. Donc ça sera un épisode sur les duos. Alors on n'a pas, comme d'habitude, on n'a pas plus défini que ça le sujet, on s'est dit les duos. Donc les duos, hommes, femmes, peut-être hommes animaux, hommes, femmes, avec des duos d'extraterrestres ou des duos de robots, j'en sais rien, on verra ce qu'on trouve. Oui, voilà. Ouais, c'est... Les duos. Et des duos, du coup, des gens qui évoluent ensemble, plus ou moins dans la même direction. Voilà, c'est ça. Qu'ils soient d'accord ou pas, qu'ils soient forcés ou pas, qu'ils soient obligés De coopérer. d'être un ou pas. duo, de coopérer ou pas. Voilà. Parce que l'idée, c'est qu'ils aillent dans la même direction, qu'ils accomplissent l'idée de la même mission. Voilà, qu'ils ont un moment des intérêts communs, on va dire, dans l'œuvre. C'est ça. Et alors, du coup, ça va être l'heure des recommandations. Je te laisse commencer si tu veux. D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, du coup, quand je vous parlais du palais de Pancot, je vais vous faire une recommandation sur Indiana Jones. Et en fait, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Indiana Jones, l'encyclopédie absolue, qui a été publié chez Nathan. Voilà, donc un livre qui est écrit par James Luceno. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie, hein, c'est une bible pour les fans, avec qui reprend les 4 Indiana Jones, qui parle aussi de la série de télé, qui parle des produits dérivés, qui parle des affiches, ouais, donc qui parle des films, alors pas de la manière dont ils ont été réalisés, mais vraiment de l'esthétique des films, par exemple, sur le palais de Pancot, il y a une coupe transversale du palais pour essayer de comprendre quelles sont les différentes salles, où est-ce qu'elles sont. C'est plus sur l'univers. Voilà, c'est vraiment sur l'univers d'Indiana Jones. Voilà, il y a une
une frise chronologique de la vie d'Indiana Jones. Ouais. Là, c'est plus sur l'univers et sur la mythologie Voilà. narrative et vraiment sur plus sur l'imaginaire plus que sur un making of de on a allé c'est tourner ça. là ou C'est ça, voilà, c'est vraiment pas pour parler de comment on crée les films, mais c'est de quels que sont les films, à quoi ça ressemble, pourquoi est-ce que ça ressemble à ça, et voilà. Voilà. Et après, il y a une partie autour du monde où on parle. oui, c'est vraiment pour les fans qui veulent en savoir plus sur l'univers vraiment. C'est ça. Il y a une partie où il parle effectivement de l'équipe du tournage et où est-ce que ça a été, mais c'est plutôt minime en fait. C'est vraiment pas ça le cœur du sujet. Après, il parle des jeux vidéo, d'ailleurs, des jeux vidéo d'Indiana Jones, de la chronologie d'Indiana Jones, voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir découvrir les visuels d'Indiana Jones. Il y a des trucs qui sont super bien faits, notamment sur les palais des méchants, sur les personnages. Alors j'essaie de le retrouver en même temps que je vous parle, mais il me semble qu'il y avait une sorte de coupe voilà, pour les aventuriers de l'Arche perdue, où ils expliquaient... Voilà, c'est ça. Il y a, dans le temple qu'il y a au début, ils expliquent comment ça fonctionne et les mécanismes des pièges qu'il y a au début avec les fléchettes quand ils récupèrent l'idole, avec la grosse boule qui sort, enfin, et vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut comprendre exactement comment fonctionnent les pièges, etc. Ah oui, Plutôt cool. Mais du coup, dans l'univers, dans l'univers Oui, du dans film, l'univers, et pas comment c'est ils ça. ont fait, pas comment ils ont mis en place ce truc, pas comment l'équipe Non. du film a mis ça en place, mais plutôt dans l'univers comment ça marche. Oui, voilà, comment ça, si ça existait vraiment, à quoi ça ressemblerait. Ouais, ouais, non, d'accord, ouais. Voilà. D'accord. Voilà, donc Indiana Jones, l'encyclopédie absolue chez Nathan. Ok. Moi, du coup, je vais vous parler d'une anthologie qui s'appelle l'anthologie PlayStation, donc qui est éditée chez Geeksline et qui est écrit par Jeff Destroy, donc un journaliste. Donc il y a trois volumes. Donc le premier, ça couvre de 1945 à 1997. En gros, c'est la création de l'entreprise Sony, comment ils en sont arrivés jusqu'à nous aussi on va créer une console et on va s'implémenter dans le marché console jeux vidéo. Ensuite, on a de 98 à 99, où c'est vraiment l'époque, on va dire entre guillemets dorée de la PlayStation, où il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont sortis, où la plupart des gens qui ont eu cette console y ont joué. Et on a après de 99 à 2005, il me semble, parce que je me rappelle plus, parce que j'ai peu préparé. C'est la recommandation que j'ai trouvée dernière au moment et j'ai pas le volume 3 sous la main. Donc, mais je pense que c'est jusqu'en 2005 où c'est le dernier jeu PlayStation qui est sorti. Il est sorti en 2005, je crois. Donc voilà, du coup, le volume 3, ça illustre la fin de vie de la PlayStation, donc qui a duré quand même vachement longtemps. Du coup, voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez tout savoir sur la PlayStation, comment elle est fabriquée, quelle a été sa logique marketing, comment ils ont réussi à s'implémenter en investissant à perte dans les consoles pour pouvoir ensuite rattraper le coup en faisant des bénéfices avec la vente des jeux en fait. Voilà, tout est expliqué là-dedans. On peut D'accord, c'est très complet quoi. Ouais, vraiment, c'est des ouvrages qui sont vraiment très gros et très lourds. Mais parce que voilà, il y a vraiment beaucoup d'infos dedans. C'est vraiment un travail de journaliste vraiment complet qui a, je sais pas combien de temps il a mis 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Et j'aimerais bien un jour qu'il sorte un truc sur la PlayStation 2, ce qui serait encore mieux. C'est qu'il reste encore la console, je crois, la plus vendue de Sony. Le dernier truc que j'avais regardé, c'était elle, mais la PS4 est pas loin, mais voilà, moi, j'aimerais bien qu'ils sortent un truc aussi sur la PS2. Mais du coup, voilà, en attendant, il y a celui-là. Après, ils ont fait d'autres ouvrages, hein. Ils ont fait aussi sur la Neo Geo, la GameCube, la Famicom aussi, la Super Famicom, et la PC Engine aussi récemment, il me semble. Donc voilà, c'est des trucs ultra complets si on aime bien et qu'on a envie de savoir
des choses autres qui sont écrites qui ont été écrites dans les magazines de presse ou juste sur Internet. En fait, c'est des infos qu'on trouve dans ces livres. Après, on peut peut-être les trouver sur Internet, mais là, du coup, c'est un gain de temps quand même considérable. Et voilà. Donc, voilà, pour ma recommandation. L'anthologie PlayStation, chez Geekslide. Ok, parfait. Eh ben, écoute, je pense que on arrive à la fin de ce 8e épisode. Déjà 8 épisodes. Oui, et très long, celui-là. Très long. Ça va, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ces repères de méchants. C'est vrai. Je pense qu'on aurait pu parler encore bien plus longtemps. Give me five. Mais écoutez, du coup, on peut vous dire au revoir. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, voilà, pour faire découvrir un petit peu ces univers de cinéma et de jeux vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut. Je fais des copier-coller en même temps, j'explique ce que je suis en train de faire. Je fais n'importe quoi en termes de copier-coller, ça ne ressemble à rien. Voilà. J'ai copié genre 5 fois le bullet point code. Vous voyez pas ce qui se passe, mais je fais n'importe quoi sur des copier-coller sur notre fichier commun. Voilà. Mais on va vous redonner le top 10 et puis après je le remettrai comme il faut. Give me five.